Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons créer un dashboard qui permettra de suivre l'évolution de nos crypto-monnaies préférées. Lorsqu'on arrive sur notre application qui est monopage, donc on n'a qu'une seule page, on peut voir toutes les crypto-monnaies que l'on surveille. Alors ici, moi j'en ai 13. Évidemment, vous pourriez en avoir une vingtaine, voire une cinquantaine, autant que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Pour chacune des crypto-monnaies, nous avons du coup une petite pancarte avec leur logo. Donc ici, bon, on a le Bitcoin, le LTC, le Shiba, le Solana, le NIR, donc les plus connus et évidemment d'autres comme le altcoin. Donc pour chaque crypto-monnaie, nous avons leur logo, le prix plus ou moins actuel, le prix le plus bas durant les 24 heures, le prix le plus haut durant les 24 heures également, ainsi qu'ici la date et l'heure du dernier changement. Du coup, le dernier changement s'est effectué du coup aujourd'hui à 16h55. Actuellement, il est 17h01. Alors ici, du coup, le prix, c'est le prix plus ou moins actuel. On n'a pas le prix en temps réel. Pourquoi? Parce qu'on utilise l'API CoinGecko, qui bah, malheureusement, enfin, heureusement, est gratuit. Donc ça nous permet d'y avoir accès sans avoir besoin, du coup, bah, déjà de payer, ni d'avoir besoin d'un jeton. Donc qui dit gratuit dit forcément qu'il y a des limites. Et la limite, c'est que les données s'actualisent toutes les 5 minutes. D'où la raison pour laquelle, ici, nous n'avons pas le prix tout à fait actuel. Alors, si je clique du coup sur une des crypto-monnaies, imaginons bah, le Bitcoin, par exemple, le plus connu, nous avons un graphique à données. L'évolution du prix, l'évolution du marché, donc la valeur, hein, ainsi que le volume d'échange. On va pouvoir du coup sélectionner seulement et dire, bah tiens, je veux seulement l'évolution du prix. Du coup, ici, sur les abscisses, nous avons la date ainsi que l'heure. Donc ici, nous avons une vingtaine de dates. Et on a ordonné du coup les prix avec du coup le graphique avec le prix pour chaque temps donné. Donc ici vous avez vu que automatiquement, enfin par défaut, c'est sélectionné par jour et sur une vingtaine de jours. Je vais pouvoir faire plusieurs choses avec ce graphique. Déjà, bah, je vais pouvoir le descendre si je veux plus le voir et le faire remonter grâce à ce petit bouton. Je vais pouvoir, comme je vous l'ai dit, sélectionner les données que je veux voir. Donc ici, si je veux voir seulement l'évolution du marché du Bitcoin, je peux très bien le voir. Ou encore du volume, ou voire même deux éléments en même temps. Alors on va rester sur le prix du coup. Donc ici, comme je vous le disais, on peut faire différentes choses. Du coup, on va pouvoir zoomer, donc par défaut, comme ça, avec la petite loupe là, on a un zoom automatique lorsqu'on sélectionne les éléments. Donc ici, si je veux étudier seulement cette partie-là, je vais pouvoir zoomer et me dire, bah tiens, voilà, je me concentre seulement sur cette partie. Là, on revient à la normale. On va pouvoir zoomer de manière plus manuelle ou dézoomer. On va pouvoir également se déplacer sur le graphique. Aussi, vous voyez que c'est pas extrêmement fluide, hein. Revenir en arrière. Je vais pouvoir également télécharger. Je vais pouvoir télécharger sous format SVG. Bon, je vois pas forcément l'intérêt. Télécharger sous format image. Donc ça peut avoir un intérêt si jamais on veut sauvegarder des points spécifiques. Par exemple, tous les 20 jours, bah, garder, savoir où est-ce qu'on en était. Et le format que je trouve le plus intéressant, c'est sous format CSV. Donc ici, si je le télécharge, je l'enregistre sur le bureau sous le format. Alors si vous ne voyez pas, c'est normal. Data BTC. Alors là, je vais l'ouvrir avec du coup Excel. Et là, si je bascule sur l'Excel, ici, du coup, je vais zoomer un peu. Du coup, on l'a sous format CSV. Alors, ce n'est pas forcément le format que je voulais. Ici, c'est séparé par virgule. Mais vous verrez qu'on peut modifier ça et séparer par point virgule. Donc ça peut servir bah, du coup à créer d'autres graphiques, hein, si on veut créer par exemple un autre graphique sur Excel ou créer d'autres choses, peu importe. Du coup, on revient sur notre fenêtre. On va pouvoir du coup, comme on l'a dit, fermer la fenêtre. Alors si on ferme la fenêtre, bah, du coup, on ne peut plus sélectionner le temps. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va choisir une autre crypto, le altcoin. Du coup, ici, vous voyez que lorsque je clique sur une autre crypto-monnaie, bah, j'ai de nouveau
un graphique avec du coup bah, forcément les prix, enfin les données qui sont forcément adaptées à celui sur lequel je viens de cliquer. Ici j'ai modifié, j'ai mis 30 jours et du coup ici, si on compte, bah, on aura 30 valeurs. 30 plus 1. Ici, on peut choisir par heure. Ici, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir sélectionner toutes les heures l'évolution de la crypto donnée. Donc par défaut, il me semble que j'avais sélectionné 24 heures. Alors normalement, on peut modifier ça. Par défaut, j'ai choisi de m'afficher pour une journée. Donc ici, 24 heures. Donc pour un jour. On peut choisir 3 jours. Mais si vous comptez, bah, on n'aura pas forcément le nombre exact. Ça, c'est dû à la bibliothèque que j'utilise pour afficher les données. Qui est du coup, que je ne vous ai pas présenté, qui est Apex Chart. Alors pourquoi Apex Chart? Au départ, je comptais utiliser Chart.js, mais j'ai été confronté à différents problèmes et du coup, j'ai recherché d'autres librairies qui permettent d'afficher des graphiques et j'ai trouvé Apex Chart. Donc l'avantage, du coup, il est un peu plus moderne que Chart.js et on a une documentation qui est très bien. On a bah, comment installer. On a différents types de graphiques. Donc ici, on peut avoir des graphiques par ligne. Donc ici, avec un exemple, avec des exemples différents. À pouvoir avoir ce type de graphique-là, donc qui est un peu plus visuel, qui est un peu plus mignon, je trouve, que le graphique par ligne. On peut avoir un graphique par barre, donc que ce soit horizontal, vertical, peu importe, on a vraiment la possibilité de modifier ce qu'on veut. On peut même avoir ce type-là. Ce qui aurait peut-être été plus intéressant pour notre graphique, mais malheureusement, la manière dont on récupère les données sur CoinGecko ne permet pas d'alimenter ce type de graphique-là. On peut avoir des donuts également. On peut avoir vraiment beaucoup de choses. Et ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment, on a pas mal de méthodes, notamment une méthode qui va permettre de modifier les données. Donc ça, typiquement, c'est ce qui se passe lorsque je modifie l'intervalle. Alors vous voyez du coup que ça s'intègre avec pas mal de librairies. Si on va dans intégration, on peut voir qu'il s'intègre parfaitement avec Angular, React. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est VueChart. Du coup, voyons voir comment on va créer ça. Alors dans ce projet, vous n'allez pas commencer de zéro, mais à partir d'un template que j'ai déjà créé. Il sera disponible sur mon GitHub. Vous retrouverez évidemment le lien en description. Vous irez dessus, vous appuyez sur Code, copiez-coller le lien, vous ouvrez un edit de commande dans votre dossier de projet, vous faites un git clone, suivi du nom de votre projet. Ici, on va l'appeler Dash Crypto. Donc, vous voyez qu'ici, c'est assez rapide. Ensuite, on va dans le dossier de projet, du coup, Dash-Crypto, et on fait un yarn install, comme c'est écrit au niveau du README. Ça va installer tous les modules dont nous aurons besoin. Alors, une fois que c'est fait, on fait un yarn serve. Du coup, on le lance en mode développement. Alors avant ça, j'ai oublié de faire, on va l'ouvrir avec notre éditeur de code préféré, Visual Studio Code. Donc pendant qu'il est en train de se lancer, ici, notre projet vient de s'ouvrir. Nous avons notre dossier. Dedans, nous avons deux images, le dossier avec les modules, le dossier public avec index.html. Alors ici, nous on utilise le tuteur Bootstrap. Ici. Ensuite, nous avons les fichiers de configuration de base. Et dans le dossier CRC, nous avons du coup le fichier app.vue, qui sera du coup notre composant principal et le seul que nous allons utiliser. On va pouvoir du coup plier ça. Et ici, notre projet tourne sur le port 8081. On va ouvrir tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir ici, vous tombez sur cette page-là. Alors, la plupart des boutons ne servent ici absolument à rien. Et la fonction recherche ne fonctionne pas. Alors, la première chose que nous allons devoir faire ici, c'est afficher toutes les vignettes avec les crypto-monnaies que nous allons vouloir surveiller. Comme vous pouvez le voir sur cette page-là. Alors ici, on peut déjà vérifier que notre Hello s'affiche bien.
Ici, nous avons bien notre hello. Alors ici, moi j'ai oublié d'enlever le async, mais on va le laisser, c'est pas grave. Vous verrez qu'on en aura besoin un peu plus tard. Lorsque notre composant sera monté, nous allons exécuter du coup une fonction qui va permettre du coup d'afficher les vignettes. Alors avant ça, on va aller faire un petit tour sur l'API. Vous vous rendez sur le site de CoinGecko. Ici, nous, on peut voir les prix actuels, donc pratiquement en temps réel de chaque crypto-monnaie. Ici, on appuie sur Produit et API. Donc, il y a une page qui s'ouvre. Alors là, il nous explique pas mal de choses. Sinon, on va faire Explore Doc. Et ici, nous tombons sur ça. Donc ici, vous voyez qu'il y a pas mal d'URL qui nous renvoient des informations. Alors certains sont, on va dire, simples, comme par exemple le ping, qui lui, on va pouvoir, on teste, on exécute, et lui, il permet juste de nous dire que le serveur répond. Si le serveur répond, bah du coup, c'est une bonne chose. Alors, on va pas utiliser cette requête-là, mais ça peut être utile. Voilà. Du coup, la réponse est sous format JSON. Ici, nous voulons savoir le prix d'une crypto. Ici, on va tester. Ici, on va lui dire, on va regarder le prix du Bitcoin par rapport à l'USD. Ces informations-là, qui sont en rouge, sont nécessaires. On appuie sur Execute. Et ici, vous voyez qu'il nous donne un clé Bitcoin avec un objet, du coup, nous dit USD. Le prix actuel, c'est de 22 930. Alors, si on regarde pour le cours actuel du Bitcoin, ici, il y en a bien 22 891. Donc, à quelques dollars près, c'est bien le prix qu'il nous donne à l'API. Du coup, on va pouvoir arranger ça. On n'aura pas besoin. Ce qui va nous intéresser ici, c'est cette requête-là. Cette requête-là, on va pouvoir lui dire ici, moi je vais comparer par rapport à l'USD. Ici, on dit on peut comparer par rapport à l'euro, le JPY, donc la monnaie japonaise. Et ici, on va lui fournir la liste des crypto-monnaies que nous voulons surveiller. Ici, on va mettre Bitcoin, par exemple, Ripple. Alors lui, ici, va l'arranger par ordre décroissant du prix du marché. Alors ici, vous voyez qu'on peut modifier cette valeur-là. Nous, ça nous convient très bien. On laisse par défaut. Là, on peut la faire execute. Et qu'on a un tableau avec un objet. Donc ici, le premier objet, l'ID, c'est le Bitcoin. Ensuite, nous avons notre symbole et les informations concernant le Bitcoin. Ensuite, nous avons un deuxième tableau avec, comme ID, le Ripple et les informations concernant le Ripple. Alors ici, petit point important, les IDS ici, c'est bien les noms complets des crypto-monnaies et non pas leur symbole. Du coup, ce qu'on va faire ici, c'est prendre cette URL-là, on va le copier, et ici, on vient sur notre éditeur de code. Ici, on va créer une variable, on va appeler ça crypto. On va utiliser du coup ici le fetch. Alors évidemment, nous allons modifier la requête. Ici, vous voyez qu'on a le Ripple ainsi que le Bitcoin. Nous, on aimerait bien avoir un tableau en lui disant, bah, je vais surveiller toutes ces crypto-monnaies-là. On va utiliser la clé data. Ici, data. On va créer une variable qu'on va nommer crypto currencies. Ce sera du coup un tableau. On va mettre ici le Bitcoin, le Ripple, l'Ethereum, et on va mettre le Cardano. Évidemment, ici, vous pouvez mettre les crypto-monnaies que vous voulez. Alors, non, pas forcément. Il y a une requête qui permet d'avoir la liste des cryptos. C'est celle-ci. Une liste. Ici, faire execute. Là, c'est un petit peu plus long, puisqu'en fait, il nous donne la liste de toutes les crypto-monnaies qui existent. Du moins, qui sont accessibles sur l'API CoinGecko. Alors, vous pouvez du coup rechercher là-dedans. Donc, vous pouvez copier ça dans un fichier texte et faire des recherches. Alors, je ne sais plus quelle crypto-monnaie je cherchais.
qui ne se trouve pas ici. Du coup, si vous voulez être sûr du nom de la crypto-monnaie que vous cherchez, utilisez cette requête-là et faire la recherche dedans. Et ici, ce qu'on va faire, c'est remplacer au niveau de IDS, donc faites bien attention. Donc le E commercial, le dernier, on le laisse. Et ici, on va utiliser notre tableau en lui disant plutôt Q6. Et vu que c'est un tableau, on a accès à la méthode join. Cette méthode-là permet de transformer un tableau en chaîne de caractères. Ensuite, on va l'afficher ici. Cryptos. On appuie sur F12. Et ici, on a bien l'information. Et il me dit qu'ici, c'est une promesse. Il dit qu'ici, il a été complété. Et les résultats se trouvent là-dedans. Alors, le résultat, on ne peut pas directement l'exploiter. Il se trouve ici au niveau du body. Pour gérer les promesses, ce qu'on peut faire, c'est une première utilisation, ça serait de faire ça comme ça. Hop. Cryptos. Quand tu as terminé, du coup, la réponse. Je vais faire après point JSON. Quand vous regardez le résultat, on a bien un tableau avec 3 objets. Donc on a bien le Bitcoin, le Ripple, le Cardano, ainsi que toutes les informations les concernant. Alors cette méthode d'utiliser les promesses, moi ça me plaît pas trop. Plutôt que de faire ça, on va lui dire, on va utiliser du coup le async await ici. On va mettre ici le await. En gros, on lui dit, tu attends que cette requête-là soit exécutée avant de le mettre dans la variable. Ensuite, on va créer une autre variable et faire hop, data égale à resp égale à await. Plutôt. Ensuite, faire un log de data. Ici, c'est .json. Et ici, vous voyez qu'on a bien notre tableau. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que ce tableau-là, on va le mettre dans un autre tableau. On va nommer tout simplement Cryptos, qui sera un tableau vide par défaut. Hop, ici, on dit Cryptos, c'est égal au résultat de ma requête. Et du coup, c'est ce tableau-là que nous allons utiliser pour afficher chaque vignette. On monte jusqu'ici, jusqu'en haut. On va enlever le H1 ici. On va créer une div pour la classe card, donc tu bootstrap, avec dedans une image. Ensuite, une div avec la classe card body, qui va contenir le corps, paragraphe. Pour le titre, nous allons faire deux spans, ici, deux. Donc un avec l'image du prix le plus bas et un avec l'image du prix le plus haut. Si on remonte, on va dans image, diminuer. Et ici, du coup, augmenter. Dans l'objet, du coup, pour afficher la date de dernière mise à jour. On va laisser un X. Alors, comment exploiter ce tableau-là? Alors, si on ouvre un objet, du coup, on va faire le Bitcoin. Ici, vous avez toutes les informations le concernant. On va avoir besoin du prix actuel, plus haut, de l'image, du prix le plus bas, et la date de mise à jour. Ici, nous, étant donné que nous avons un tableau, on va le parcourir. On va parcourir le tableau ici. Donc, nous avons plusieurs cartes, on va faire le voir. Ici, on va avoir besoin du nom, ainsi que de l'index. Ici, il veut une clé unique. OK.
Ici, nous voulons l'image, du coup, crypto image. Donc, c'est bien le nom qui est donné ici. Hein. Sans oublier de lui dire que ici, c'est une variable dynamique. Ici, on va afficher le prix courant. Alors, faites bien attention hein, à ce que l'orthographe soit bien respectée ici, là. Alors, devant, on va lui mettre un petit dollar, car c'est le prix en dollars que nous voulons. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est que le texte, donc le prix, on va l'afficher au milieu. Ici, on va pouvoir enlever ça, ça ne sert à rien. Nous, on veut le prix le plus bas. Crypto. Et la variable, c'est là où H24. Pour l'augmentation, c'est à peu près la même chose ici. I, 24H. Et ici, pour la date, c'est crypto. Ici, point. Alors, c'est ici last updated. Last updated. Alors, on va déjà voir ce que ça donne. Donc ici, on a quelque chose de pas forcément terrible ici. Hein. Donc, on va faire quelques corrections au niveau du style. Déjà, au niveau du span. Donc, le premier span ici, on va le mettre à gauche. Et l'autre, évidemment, on va le mettre à droite. Alors, on va modifier la taille des images également ici. On va donner une largeur fixe de 24 pixels et une hauteur également de 24 pixels. On fait ça pour les deux. Donc ici, c'est bien au niveau de l'image. Voilà. Alors ici, on va également mettre la date d'aujourd'hui au milieu. Alors le texte à ligne, il me semble qu'il ne fonctionnait pas, du coup, si on va utiliser le display flex. Justify, content, center. On va rapetir. On va modifier la taille en mettant 12 pixels ici et en lui mettant une couleur grise. Alors ici déjà j'ai dû me tromper, le H il est après. On va mettre également un dollar devant, avec un petit espace. La manière dont la date est affichée, moi j'aime pas. On va modifier le style, ici en mettant ça entre guillemets. On va lui dire, ça c'est une nouvelle date. On lui fournit comme paramètre du coup la date. On va lui dire qu'on le veut sous format local. Local, swing. Ici, mettre un margin top, on va mettre 42 pixels. Ce qu'on aurait pu faire, c'est ici sauter deux lignes. Voilà, donc ici nous avons quelque chose qui ressemble un peu plus à ce qu'on a ici.
Donc pour cette partie-là, c'est terminé. Donc ici, comme vous le voyez, en fait, on a 3 cryptos. Comme je vous l'ai dit, on peut en avoir une quinzaine. Alors c'est pas mal, par contre, il nous manque un petit truc ici. C'est que le prix qui nous est affiché, c'est un prix fixe. Pourquoi? Parce que cette fonction-là s'exécute seulement lorsque le composant est monté. Or, le composant n'est monté qu'une seule fois. Du coup, il va falloir mettre à jour toutes les X temps ce tableau-là pour qu'il nous affiche un prix un peu plus actuel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on copie ça. Hop. On va faire, c'est le répliquer. Mais avec un certain intervalle. Donc, celui-là, cette fonction aussi, on va le mettre en async. Alors ici, on se répète, certes, mais ce qu'on peut très bien faire, c'est créer une fonction à part et lui dire, bah, tu t'exécutes une fois là et une deuxième fois ici. Étant donné qu'on n'aura pas besoin de réutiliser cette fonction mise à part là-dedans, du coup, c'est pas un problème de le faire deux fois. Et il ne faudra pas oublier ici de lui dire, bah, ici, moi, j'avais fait les calculs et on met 180 000. Donc 180 000, ça correspond à toutes les 3 minutes, la requête va s'exécuter, le mettre dans le tableau et du coup mettre à jour notre tableau. Alors ce qu'on aimerait bien faire, c'est que lorsqu'on appuie sur une crypto, le graphique monte et affiche du coup notre graphique. Comme ici. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est créer une fonction sur chaque card. Ici, on vient juste après qu'elle on dit au clic, tu vas appeler une fonction qui va s'appeler view chart pour voir le chart tout simplement. Et on lui fournit en paramètre l'ID de la crypto-monnaie. Donc cette fonction-là n'existe pas, il va falloir la créer. On va utiliser du coup la clé méthode. Et on va faire un console log de notre ID. On appuie sur F12. Là j'appuie, du coup il me donne 0. Là 1, 2, etc. Nous on veut la crypto-monnaie correspondant à cet identifiant-là. Pour ce faire, ça va être assez simple. On va utiliser notre tableau qui nous a généré. Notre tableau crypto. Et on lui donne l'ID. Donc ici, vous voyez que maintenant, ça change. Et comme vous pouvez le voir, on a bien les informations sur lesquelles nous avons cliqué. Du coup, grâce à ces informations, nous allons faire une deuxième requête pour obtenir le graphique du Cardano, par exemple, dans cet exemple-ci. Vous voyez qu'ici, c'est l'ID. Ici, moi, j'ai besoin de l'ID. Hop, ID égale à ça. Alors, on va plutôt nommer ça, en fait, crypto name. Ou crypto c'est très bien. Ça, on évite l'ambiguïté. Alors, la requête qui va nous être utile, du coup, ce sera plus la même. Ce sera celui-ci. Donc, il se présente comme ça. Où ici, on lui fournit l'ID. Donc, l'ID, c'est celui que nous avons récupéré à ce niveau-là. Du coup, ici, on va mettre par exemple le Bitcoin. Ici, on va toujours dire du coup USD. Et ici, il nous demande le nombre de jours. Oui, on va le dire ici sur un jour. Ce qu'on va faire ici, c'est modifier et lui dire en daily. On exécute. Et là, nous avons sur un intervalle de un jour, donc daily pour un jour, nous avons le prix, la capitalisation, ainsi que le volume échangé. Alors par défaut, il nous donne toujours le nombre de jours qu'on demande, en l'occurrence ici 1, plus 1, qui est le prix d'avant. Ici, je peux mettre du coup 2. Vous allez voir, on aura du coup 3 résultats. 1, 2, 3. Alors comment comprendre cet objet? Nous avons du coup le prix, le market cap et le volume d'échange. La première valeur au niveau du prix est exactement la même qu'au niveau du market cap, exactement la même au niveau du volume d'échange.
ce qui est normal, puisque cette valeur-là correspond au timestamp, donc au moment T à laquelle le prix de la crypto est celle-ci. Et pareil pour le volume d'échange et la capitalisation du marché. Nous allons d'abord coder la fonction qui va permettre que lorsqu'on appuie sur une crypto, la partie graphique se lève. Du coup, nous allons ici créer une méthode qu'on va nommer open or close. On est très original. Donc là, on l'exécute au niveau de la classe graph underscore close open. On lui dit au clic, exécute cette fonction. Alors cette fonction, hop, on va créer une variable graph qui sera égale au document. Et on va sélectionner l'ID graph. Alors, donc, du coup, l'ID graph, ça en remonte ici, qui correspond à toute la partie graphique. On va faire, c'est extraire le premier enfant, ici. Le premier enfant sur le bouton close. Child. Si on lui dit le premier enfant. On fait ça. Ici, évidemment, je me suis trompé au niveau de l'orthographe. Ici, nous avons bien notre bouton close. On va créer une variable ici que l'on va nommer graph open, qui va vérifier est-ce que notre graphe est ouvert ou pas. On va tester. Si graph open est ouvert, ce qu'on va faire, c'est le fermer. Simplement. Et document selector. Ici, on va sélectionner la classe params. Alors lui, on l'a pas encore créé. On va le mettre en display. Graph open est ouvert. Ce qu'on va faire, c'est du coup le fermer. On va utiliser le bouton close. On va modifier son style. Et on va mettre un scale de moins 0,8. Je ne connaissais pas l'effet de ce style-là, mais en gros, ce que ça fait, c'est que lorsque vous appuyez dessus, le sens est inversé. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On va dire que le graphe, il a également le style height, donc une hauteur de 0. Ce qu'on fait, c'est que s'il est ouvert, on le baisse. On lui met un border également de none, ou 0, ça revient à la même chose. Et pour finir, on va changer la valeur de graph open qu'on va mettre à false. Dans le cas contraire, on va faire presque la même chose du coup ici. Hop, copier ça directement. On met les params en display flex. On met 0,8. Alors la hauteur ici, nous, on va mettre de 600 pixels. Et on va lui rajouter une bordure de 1 pixel en solide. Et ici, on met trou. Ah, ici, il nous dit que ça ne peut pas être nul. Ah, ici, c'est normal, puisque en fait, ça n'existe pas. Ici, comme vous pouvez le constater, ça fonctionne comme on le voulait.
Ici, on va exécuter cette action. De ce fait, lorsqu'on appuie sur une crypto, ça l'élève. Et ici, on peut appuyer dessus, elle baisse, et ainsi de suite. D'ailleurs, nous allons tout de suite régler le problème de paramètres. Du coup, ici, on va pouvoir décommenter. Alors, dans le content, nous allons créer une section. Il y aura l'ID params. Dedans, nous aurons un label qui s'appellera intervalle. Et on va mettre le texte. Vas-y, en intervalle. Ensuite, nous aurons un sélecteur. Le premier pour l'intervalle. Avec deux options. Donc le premier, on va mettre daily pour la journée. Et le deuxième, ce sera early. Alors le premier, par défaut, sera sélectionné. Donc on va faire ici, alors bien que ce soit pas obligatoire, on le met quand même. Ensuite, juste en dessous du select, on va créer un deuxième select. Comme nom days. Il y aura une seule option. Alors on va mettre ici par défaut 10. Et ici pour rendre visible ou pas les params, on va détecter est-ce que GraphOpen est true. Donc pour ce faire, on va utiliser le vshow. Il donne comme objet GraphOpen. Il s'ouvrira seulement lorsque GraphOpen sera true. On fait le test tout de suite. Alors sans oublier ici, par contre, la classe c'est params. Et ici, il faut rajouter le S. Ici, lorsque je viens pour appuyer dessus, mon intervalle est bien visible. Et lorsque je ferme, l'intervalle n'est plus visible. Alors maintenant, on va s'attaquer à la partie graphique. Alors pour ce faire, ce que nous allons faire, c'est créer une variable qui va s'appeler toName, qui aura nul par défaut. Et ce qu'on va faire, c'est mettre le nom de la crypto dedans. Ici, la page de console log, on va faire 10 toName. Alors maintenant, nous avons besoin de savoir quelle URL utiliser. Du coup, hop, on vient ici, on va mettre le Bitcoin contre l'USD. Et le jour, on va mettre, comme on l'a vu, 10 par défaut. Alors, on fait execute. On va mettre ici, lui dire, je le veux en journée. On va prendre l'URL, ici, on le copie. On va créer une variable nommée data. On va évidemment ici utiliser le fetch. Alors, ici, nous allons modifier plusieurs valeurs. Déjà, le Bitcoin, ici, et CryptoName. CryptoName. Donc l'USD, lui, il ne bouge pas. Alors, le nombre de jours, ce qu'on va faire, c'est créer une variable. On va appeler ça days. Alors, par défaut, on va mettre 10 jours. Et ici, notre variable qu'on va nommer, du coup, intervalle. Ce sera, lui, un daily. Days. J'ai modifié ici. Et intervalle, ici, on va également modifier. Si nous, ça va être le même problème. Hein. Si on veut avoir les valeurs, il faudra faire data, then et la réponse dans un JSON. Du coup, on va transformer ça en méthode asynchrone. Ici, on va mettre le await devant. Alors, si on veut avoir le résultat, il faudrait faire un deuxième await, comme on l'a fait ici. Alors, ici, nous, on va simplifier la chose et on va mettre en fait toute la valeur ici dans un await. Ici, hop. Ce qui revient en fait un peu à faire ça. Hein.
Ici, je fais un console log data.json. Là, on vérifie. On appuie sur le Bitcoin. Ici, on a bien une promesse. Et dans promesse résulte dans bien un objet. Alors ici, pour simplifier la chose, on va mettre ici, on va exécuter directement un JSON. De ce fait, on aura un résultat un peu plus sympa. Voilà, on a directement ici l'objet. Du coup, ici, vous voyez qu'on a trois tableaux. Hein. Du coup, les prix, le market cap, ainsi que le volume d'échange. Tout ce qu'on va faire, c'est mettre chaque objet dans un nouveau tableau. Ici, on va faire let le prix. On le met dans data.prices. Ensuite, on a le market cap. On va mettre dans data, market cap. On fait bien attention du coup à l'orthographe. Ensuite, on va mettre le volume total. Total, volume avec un S. Alors, si vous voulez être sûr de vous, vous pouvez console log ces trois valeurs-là. Alors maintenant, on va voir comment on utilise le graphique. On va sur Apex Chart. Vous aurez évidemment le lien en description. Là, on fait Explore Demo. Donc ici, nous, on va dans la partie Vue. Et on va utiliser un exemple, celui par colonne. Hop, on va utiliser celui-là par exemple. Alors, on va regarder l'exemple pour voir comment on l'utilise. Donc ici, composant OK. Et là, au niveau des datas, il faut qu'on lui déclare un tableau, qui sera le tableau avec nos données. Ici, ce qu'on va faire, c'est simplement copier-coller, hein, puisqu'on a. Ensuite, nous avons des options. Ici, là, on peut que du copier-coller. Ensuite, on a d'autres choses ici. Alors ça n'a pas d'importance pour l'instant. On va prendre voilà, celui-là. Ça, c'est au niveau des options. On rajoute ici une accolade. Ensuite, le reste, on verra un peu plus tard. Du coup, pour que notre graphique soit visible, on va utiliser ce composant. Ici, du coup, qu'on va mettre là. Ici, pour les options, on a bien Chart Option. Donc là, on est bon. Pour les données, ici, on a bien notre série. Alors ici, on a le type. Comme vous l'avez vu, on a plusieurs types. Ensuite, là, on a la hauteur. On va laisser pour ça par défaut. Là, j'appuie sur OK. Et là, vous pouvez constater qu'on a notre beau graphique. Avec ici, le petit bouton. Et donc, on va arranger déjà un petit peu tout ça. Déjà, on va modifier au niveau de la taille. Nous, on va mettre 450. Donc, la hauteur, c'est les pixels. Ici, comme je vous l'ai dit, le type, on peut modifier en mettant ARIA. Par exemple. On peut très bien mettre line préféré. Voilà. Ici, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le mode ARIA. Alors, nous allons modifier ici plusieurs choses. Déjà, on n'a plus besoin de ça. Alors, nous, au niveau de l'axe des abscisses, on va virer ça. Et on va également virer notre série. Ici, on va lui dire, ça, c'est un tableau vide. Alors, ce qu'on va faire, c'est hydrater au fur et à mesure ces variables. Alors, on va venir pour modifier notre tableau d'options ici.
Alors d'ailleurs, chart option, on va juste le nommer en option ici. Option. Alors on va lui déclarer les axes. X, axis. Lui est un objet qui va posséder une clé qui sera catégorie. Catégorie. La catégorie, du coup, sur l'exercice, nous, ce qu'on veut qu'il soit affiché, ce sont les dates. Ici, on va utiliser le tableau des prix. Price. On va exécuter la fonction map dessus, donc qui va exécuter une action sur chaque valeur. Ici, on va dire que c'est notre date et notre date qui est en timestamp, on va le transformer en date plus lisible pour l'humain. Date. Donc ici, vous vous souvenez bien, à ce niveau-là, les premières valeurs de chaque tableau dans price, c'est le temps. On fait un to local string. Alors si on fait ça comme ça, bon, du coup il ne se passe rien parce qu'il manque les valeurs. Ce qu'on va faire, c'est modifier notre tableau de série. Donc ici, this series, qui est un tableau qui peut prendre plusieurs objets. Chaque objet sera un graphique. Il lui faut le nom. Ici, par exemple, on va mettre juste ici prix. Et une autre clé data pour les valeurs. Ici, voici les prix. Sera toujours du coup dans le premier tableau. À la valeur numéro 1. Maintenant, si on fait ça, vous pouvez constater que notre graphique est bien présent. Alors, quelques petits trucs à corriger tout de même. Les nombres ici, nous, on n'a pas besoin que ce soit un nombre aussi long et précis. On va limiter ça seulement à 2 nombres après la virgule. On va exécuter la fonction toFix. On a bien nos deux valeurs. Par contre, si je prends une crypto qui a un prix largement plus petit, du coup, vous voyez que j'ai un graphique qui n'est pas forcément terrible. Moi, j'aimerais bien avoir un peu plus de précision pour les graphiques dont le prix est inférieur à un certain nombre. Donc ici, on revient. Et ce qu'on va faire, c'est on va regarder est-ce que c'est plus grand que 1. Si c'est le cas, alors le prix, on va fixer la valeur celle à des nombres. Dans le cas contraire, on va mettre 8 nombres. Évidemment, vous mettez ce que vous voulez. Là, on est bon. Et pour ça, ici, on a un graphique un peu plus détaillé. Ce qu'on va faire, c'est créer un deuxième graphique ici. Sauf que du coup, ça concernera le volume. On va mettre volume. Et ici, pour le volume, ce sera total volume. Ce sera toujours le 1. Là, on va modifier les prix. Et on va modifier ça. Et ici, on va mettre du coup volume. Et on va mettre deux nombres après la virgule. Ensuite, on aura un troisième tableau, qui sera du coup le market cap. Ici, on va mettre en français marché. Ici, market cap. Et ici, alors ici, c'est pas volume, c'est plutôt marché. Ici, on appuie sur Bitcoin. On constate que là, nous avons les différents graphiques. On va pouvoir trier et dire, bah, je veux voir le graphique
et des volumes, voir seulement les prix, voir seulement les volumes. Alors nous, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est un message ici qui nous dit, lorsqu'on n'a rien affiché, chargement en cours. Ici, par ça, on fait ça au niveau des options. Alors on pourrait le rajouter ici, même si ça n'a pas d'intérêt, étant donné que cette option s'exécute à chaque fois. On peut venir ici, faire ça, on n'en a plus besoin. Alors pour savoir quelle option mettre, on vient sur le site, on appuie sur Doc. Ici, là, on a la doc générale. Ici, on peut faire option. Alors si vous ne connaissez pas, vous pouvez un peu farfouiller là-dedans. Ici, ce qui nous intéresse, c'est nos data. Ici, on peut prendre directement ce tableau-là. Et le foutre dans les options. Ici. Ici, le texte, on va mettre chargement. Petit point. Ici, on peut choisir où on veut l'aligner. Hein, si on veut l'aligner au centre, à gauche, à droite. On peut même choisir la couleur. Donc la couleur, on peut choisir soit une couleur en texte, ou soit une couleur hexadécimale. Là, la taille, bon, on peut mettre une taille un peu plus grande. On va mettre par exemple 4 pixels. Et les fonds de family, on peut choisir un fond, par exemple, Consolas. On revient ici. Alors si on clique dessus, et qui est écrit chargement en rouge, on prend du coup, bah, c'est pas très joli. On va plutôt mettre du gris. Alors ce qui est une donnée, c'est en gris. Si vous voulez plus de détails concernant le paramètre no data, vous pouvez venir ici et lire ce qui est écrit. Vous voyez qu'ici, bah, on peut aligner, comme je vous disais, à droite, au centre, à gauche. Alors, ce qu'on aimerait bien nous avoir, c'est un titre d'en haut. Se faire un peu difficile, on vient ici, en bas, sur Title. Alors ce qu'on peut faire, c'est prendre ça, le copier-coller, et faire pareil, modifier. Et nous, on aimerait bien générer un titre dynamique. Donc selon, ici, vous pouvez le voir, dans la crypto sur laquelle nous allons cliquer, ici, vous voyez que le titre, il change. Ce qu'on va faire, c'est, bah, comme ça fait partie des options, on va pouvoir venir ici et le modifier. Hop, title. Le title, lui, il prend un texte. On va mettre, par exemple, hop, évolution du. Et du coup, ici, on va mettre les cryptonames. Alors ici, par défaut, il se met à gauche. On peut venir ici et vous voyez qu'on a également accès à ligne. Voilà, évidemment. J'avais mal écrit ici, hop. Et vous voyez qu'il est au milieu. Alors on peut écrire une propriété ici. Mais ce qu'on peut faire également ici, c'est venir au niveau de l'option, des options. Et ici mettre l'option title. Et faire la ligne ici. Enter. Lorsqu'on enregistre, vous voyez que ça fonctionne toujours. Alors ce qui est bien, c'est que les options que nous avons déclarées ici vont s'ajouter aux options qui existent déjà. Donc ça, c'est vraiment super, ça évite d'avoir à mettre toutes les propriétés dans ce tableau-là. On va en profiter pour changer la taille, ici, et font, size. On va mettre ici 44 pixels. Ici, je vais faire une erreur, parce que ça ne marche pas. Voilà, c'est au niveau du style ici, donc faites bien attention. Et là, ça fonctionne. Alors du coup, on va remettre 34.
Alors maintenant qu'on a ça, ce qu'on aimerait bien pouvoir, c'est modifier, venir ici, modifier, lui dire bah, je veux pas sur 10 jours, mais je veux sur 30 jours, 40 ou 50. Du coup, on repart tout en haut. Et au niveau des paramètres, ici, ce qu'on va faire, c'est utiliser le V-for. Ici, on va lui dire i in. Ici, on va créer une variable qu'on va appeler max days, qui sera le nombre de jours maximum. Et ici, il veut une clé unique. Et ici, i. Vous comprendrez pourquoi on utilise ici notre variable. Ici, on va mettre 90. Alors, on met 90 tout simplement parce que dans la formule gratuite, on a droit jusqu'à 90 jours de données. Ce qu'on va rajouter également ici, c'est déjà, on va modifier ici la valeur. Là, on va mettre i. Et puis ici, vous voyez, on a jusqu'à 90 jours. Et une fonction au niveau du select de l'intervalle, on va capturer le changement. Le changement, on va appeler ça intervalle. On va lui donner notre événement en cours car on aura besoin de sa valeur. Ici, on va faire pareil. Au changement, tu te nommes change days. On lui fout également le event. Donc on va venir juste après le open or close. On crée notre méthode. On vient également créer la méthode change intervalle. Ici, on va mettre dans days la valeur qui a été sélectionnée. Target, la value. Ici, on va faire pareil. Ici, on va plutôt mettre ça dans l'intervalle. Tout ce qu'on pourrait faire, c'est se dire, bah, en fait, on a déjà une partie du code ici. Ce qu'on va faire, c'est de copier-coller. Bon, on va éviter de se répéter. Du coup, plutôt que de laisser ça dans la fonction du chart, on va prendre l'entièreté du code et on va créer une nouvelle méthode. On va appeler get crypto market. Évidemment, vous l'appelez comme vous voulez. Il prend en paramètre le nom de la crypto. Il prend le nom de la crypto. Du coup, on va juste modifier quelques petits trucs ici. Déjà, on va mettre ça en link. Ça, on en aura besoin. On le remet dans, la méthode du chart. Et ici, plutôt que de donner le nom comme ça, on va juste mettre crypto name, donc la valeur qu'on lui a passée. Et ici, également, on va modifier ça. Et c'est tout. Du coup, ce qu'on va faire ici, c'est exécuter cette fonction. On va utiliser ici le await, get, market, et on lui file le cryptoname. On a besoin également de cette méthode au niveau de nos deux méthodes ici, donc changeDay. Si on fait la même chose, get to market, le nom de la crypto est stocké dans this name. Ici, ça, on transforme également en async. Ça, on fait exactement la même chose ici.
On va modifier cette fonction-là, tout simplement parce que la version gratuite nous impose des limites au niveau des nombres de jours qu'on peut prendre. Ce qu'on va faire, c'est faire this intervalle si c'est égal à early. Alors, le nombre de jours, lui, sera 5. Le nombre de jours total sera de 5. Alors, en faisant ça, ce que ça va faire, c'est que lorsque ce sera égal à early, du coup, le nombre de jours max sera égal à 5. Au niveau de notre select, on n'aura plus que 5 jours. Du coup, théoriquement, on pourra avoir les données en heures sur 5 jours. Donc, soit 5 fois 24 heures. On va tester ça tout de suite. On enregistre. Vous voyez bien que j'ai les graphiques du Bitcoin avec mes 10 valeurs par défaut. Ici, je vais mettre que le prix pour vérifier que ça change bien. Ici, je peux mettre par exemple 5. Vous voyez bien que j'ai mes 5 valeurs plus 1, comme je l'ai dit. On peut très bien en afficher 20. Et théoriquement, on devrait pouvoir en afficher 90. Alors, à vue de nez, je ne pense pas qu'il y ait 90 valeurs. Toutefois, si on retourne ici, on met 90 à la place de 10, et qu'ici on a un grand tableau, donc on peut penser qu'on reçoit bien les 90 valeurs. D'ailleurs, on peut vérifier ça tout simplement en regardant le résultat de la requête. Alors ici, on ne va pas le faire. Je n'ai déduit que la limitation en fait, est due à l'utilisation de Apex Shark qui, lui, ne peut pas afficher les 90 valeurs. Alors, il nous reste une petite chose à corriger, c'est ici, là. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, par défaut, ce qu'il fait, c'est qu'il met 1. Alors ici, nous n'avons pas sur un jour, mais nous avons sur 10 jours. Donc, soit la valeur par défaut qu'on a mis à days. Du coup, ce qu'on va lui dire, c'est que, on vient au niveau du sélecteur de jour. Ici, on va rajouter selected. On va lui dire que la valeur qui est sélectionnée, c'est égal au nombre de jours. Du coup, lorsqu'on revient ici, on appuie sur Bitcoin. Ici, bah, vous voyez bien qu'il nous a sélectionné bien nos 10 jours. Et là, ça fonctionne toujours. Alors, il y a un petit truc qu'on a oublié de tester, c'est lorsqu'on appuie du coup sur une crypto. Là, on choisit par heure. Par défaut, il nous affiche sur un jour, donc sur 24 heures. Ici, on a 24 valeurs. On peut dire qu'on veut sur 2 jours. Du coup, théoriquement, on devrait avoir 48 valeurs. Alors, il nous restait une petite chose à faire, c'est que lorsqu'on télécharge les données sous format SVG, donc là, je laisse le nom par défaut. Là, si on ouvre, vous voyez qu'ici, les valeurs sont séparées par des virgules, et du coup, ne sont que sur une seule colonne. Alors nous, on veut un vrai SVG. Et du coup, nous allons pouvoir modifier le délimiteur. Donc ici, on va fermer ça. Alors ici, on retourne sur le site de Apex.js. Dans la barre de recherche, vous tapez tout simplement SVG. Vous choisirez ici, au niveau de la recherche, toolbar, et vous tomberez là-dessus. Donc ici, ce qu'on va faire tout simplement, c'est on va tout prendre, on copie, on vient au niveau de nos options. Ici, on va mettre une petite virgule pour séparer, et on colle tout en brut. Alors on va faire ça pour que ce soit un peu plus joli. Voilà. Alors si on enregistre tel quel, ça ne changera rien, on aura exactement la même chose. Donc ici, le toolbar, c'est tout simplement la barre d'outils, lorsqu'on appuie sur une crypto. Et ici, ce qu'on fait, c'est qu'on lui dit, on donne la possibilité de pouvoir télécharger. Donc si ici, je mets false, vous allez voir que la petite barre, ici, pour télécharger, elle a disparu. Donc là, je remets true. Donc les valeurs qui sont là, c'est les valeurs qui sont par défaut. Ce qu'on peut tout simplement faire, en fait, c'est les enlever. Et ce qui nous intéresse ici, nous, c'est le niveau de l'exportation. Alors ici, par défaut, ça c'est le nom du fichier. Donc nous, on va le laisser choisir l'ID par défaut. Ensuite, ce qui nous intéresse nous, c'est le délimiteur. Donc ici, vous voyez que par défaut, c'est une virgule. On va mettre un point virgule. Ensuite, le premier header, c'est la valeur de x. En fait, c'est écrit tout simplement ici.
Si on va sur Header Category, ici c'est écrit que c'est le titre de la valeur de X. Donc ici, la valeur de X en l'occurrence, nous, ce sont les dates. Donc ici, on change en mettant date. Et ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est laisser ça tel quel. Ou vous pouvez mettre un autre format de date si vous préférez. Donc on va mettre par exemple tout local string. Comme ça, on aura la date ainsi que l'heure. Donc ici, ça c'est les valeurs par défaut pour le PNG ainsi que le SVG. Donc ça, on peut également les enlever. Et l'autosélection, on va également l'enlever vu que par défaut, ça zoom. Là, on sauvegarde. Et maintenant, si je veux télécharger visuellement, ça ne change rien. Ici, je download en CSV. Je laisse le nom que j'ai par défaut. Donc, il génère un nom par défaut. Ici, je vais pouvoir ouvrir mon fichier. Vous constatez ici plusieurs changements. Ici, on a bien un vrai SVG, du coup, on a plusieurs colonnes. Notamment la colonne date. Alors ici, vous voyez que ça met des caractères bizarres. Donc, si on va dessus, vous voyez qu'on a bien la date. Ici, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est sélectionner. Et on va changer le format de la cellule. Ici, dans personnaliser, par défaut, oui, il a sélectionné ça. On sélectionne de nouveau. Et ici, nous avons bien la date avec le bon format. Et voilà, maintenant, grâce à ce fichier-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer de nouveaux graphiques. Donc, on associe par exemple d'autres fichiers ou en voulant modifier la valeur. Et là, on va pouvoir du coup enregistrer. On garde le même nom, ok. Alors, si vous voulez savoir quel type de valeur accepte chaque option, vous pouvez finir à ce niveau-là. Donc, ici, on descend bien. Ici, par exemple, pour le CSV, on constate que le file name, il accepte un string. Le format de date, il accepte une fonction. Ce sera tout pour cette vidéo où nous avons pu voir ensemble comment mettre en place un dashboard qui permet de surveiller l'évolution des prix des crypto-monnaies. Donc, grâce aux données récupérées sur CoinGecko, associées ensuite à Apex Chart, qui est un outil extrêmement puissant qui nous a permis ensuite de créer des graphiques. Évidemment, vous retrouverez tous les liens intéressants dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine.